quand vous êtes technicien, l'expérience sur la paillasse, c'est ça que vous devez apporter à chaque échantillon. Alors, donc, on a vu, pour toujours sécuriser ce rôle, c'est analyser, préparer, donc, les milieux, la préparation des milieux. Ça également, c'est de votre ressort. Ah oui? Excusez-moi. Allez-y. En ce qui concerne ce que vous venez de dire, par exemple, si on manipule n'importe quel test, par exemple, on prend une numération, les contrôles ont bien marché, on prend le malade, soit la valeur est normale, mais elle est alarmante. Si la valeur est alarmante, maintenant, il faudra chercher d'autres raisons. C'est-à-dire, ça peut être dû aussi à l'EDTA, ça peut être dû au prélèvement, il faut aussi revoir les diagnostics aussi. Exactement. Voilà, maintenant, c'est dans la situation où la valeur est alarmante. Maintenant, si la valeur est normale, est-ce que là, on se permet d'avoir des doutes? Oui, bon, si vous pouvez avoir des doutes par rapport à votre feeling en regardant l'échantillon. Vous regardez l'échantillon, il n'est pas bouillant, ça ne coule pas correctement. Vous savez, c'est un saccade. Là, vous dites que, on dirait qu'il y a quelque chose dans le sang. Vous prenez votre pipette, vous prélevez pour voir si vous avez quelque chose. Parce que justement, quand la valeur est alarmante, là, il y a le doute. Quand la valeur est normale, là, oui, parce que vous pouvez avoir même un échantillon hémolisé et que la valeur se retrouve normale. Parce que la méthode utilisée n'impacte pas sur la qualité de l'échantillon. Ouais. Il faut toujours avoir cet état d'esprit. Surtout quand la valeur est pathologique. Quand la valeur est normale, vous pouvez rendre une valeur normale alors que c'est pathologique. Quand vous rendez, je vous ai dit tout à l'heure dans la saisie. La saisie, il y a des échanges, il y a des personnes qui saisissent avec Word, ils n'ont pas de cible. Ils saisissent les résultats sur Word. Ils effacent à chaque patient pour remettre un autre patient. Et là, les risques d'erreur sont énormes. Et dans le cas pareil, il faut toujours contrôler, il faut vérifier. Des fois, c'est des valeurs de référence qui ne sont pas même adaptées. C'est des valeurs de référence d'adulte alors que c'est un bébé. C'est une valeur de référence d'un homme alors que c'est une femme. Et là, si on ne contrôle pas, tout ça va partir. Parce que le biologiste, il est presque en dernier au niveau de cette chaîne. Mais la validation réelle, c'est vous. Un bon biologiste, c'est parce qu'il a de bons techniciens. Mais si la technique ne marche pas, il reçoit toujours des réclamations. Mais à la longue, c'est lui qu'on va incriminer aussi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le technicien qui détermine de la qualité, qui est déterminant pour la qualité des résultats rendus. Merci. Maintenant, quelles sont réellement vos compétences? On a vu votre rôle dans le labo, mais dans le rôle, vous technicien biologiste, je suis un technicien biologiste, je ne parle pas encore de biologiste médical. Et il y a également l'aspect qualité. Il faut qu'il participe dans l'amélioration continue. Ça, c'est un rôle, c'est votre rôle également dans le labo. Mais les compétences que vous devez avoir, c'est des compétences sur le plan technique. Sur le plan technique. Donc, à l'heure actuelle, il y a des techniciens, quand vous leur demandez de calculer une concentration à partir d'une valeur déterminée, ils ont des problèmes. Parce qu'ils ont perdu le cours de chimie. Depuis Matizal. Ok? Et ça, c'est des éléments de base qu'il faut avoir. Maîtriser son matériel, son équipement. Savoir comment l'utiliser. Maîtriser la méthode. La méthode. Tout à l'heure, on parlait de numération. Des fois, vous avez tombé sur des valeurs pathologiques, des valeurs pour lesquelles vous dites que non, là, comme elle a dit tout à l'heure, non, il y a des agrégats plaquettaires. Vous regardez l'appareil de signal, mais il faut savoir faire le comptage. Il faut également, parfois vous avez des endocrines, comment dirais-je, presque la coloration, la notion d'hyperchromie qui n'existe pas. Vous avez des CCMH très élevés. Et dans les cas d'espèces, ce n'est pas au biologiste de vous dire. Il y a votre procédure, effectivement,
mettre ça dans l'étude pour repasser après. Tout ça, ça fait partie de la validation technique. Donc, c'est des compétences que vous devez avoir, des compétences techniques. Consultez également les documents techniques, les notices. C'est à vous de les consulter. Des fois, vous voyez un labo qui pendant 10 ans n'a pas changé de valeur de référence. Et il a utilisé 10 000 kits. Mais toujours c'est les mêmes valeurs de référence. Et que chaque fabricant a ses valeurs de référence. Mais vous, comme c'est dans la machine, ça ne change jamais. C'est au décours d'un audit qu'on vous dit, mais vous, les valeurs de référence que vous utilisez là, ça ne colle pas avec la méthode. C'est en ce moment que vous allez dire, ah bon. Et vous voyez. Donc c'est des aspects qu'il faut intégrer. Lire les notices, faire des documents techniques. Et également posséder des connaissances opérationnelles, situer les interventions dans une procédure, collaborer avec les autres. Dans un labo, il faut communiquer. Vous ne pouvez pas être dans un même labo et ne pas communiquer. Ça va se déteindre sur les résultats du laboratoire. Parce que chaque fois, l'autre, si vous avez des problèmes réels, chaque fois, on pense, on se dit bon, il n'a qu'à faire des erreurs. Et des fois même, j'ai vu ça dans certains labos, les gens font faire même des erreurs à leurs collègues. C'est méchant. Et ça se voit. Ça se voit. Donc, il faut une bonne collaboration dans le labo. Une bonne cohésion d'ensemble, de groupe, une bonne communication pour avoir des résultats. Vous avez des problèmes, vous pouvez faire demander à votre voisin, votre collègue de vous aider. Peut-être qu'il est plus outillé que toi. Ouais. Donc, cette communication-là, elle est importante. Oui. Si on continue comme ça, monsieur, l'autre va parler à 15 heures. Mais bon, on est dans le domaine. Après, il va compléter. Allez-y. Moi, de ma participation par rapport à la communication, Oui. je crois qu'elle n'est pas seulement restreinte au labo, mais avec les médecins aussi. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes quand les valeurs de référence concernant s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Et pour cela, seul le prescripteur peut nous renseigner. Donc, on doit avoir aussi une communication avec le prescripteur, ou bien si c'est la secrétaire qui a fait l'enregistrement, on doit avoir les renseignements nécessaires pour éviter aussi ces erreurs. Donc, la communication n'est pas seulement au sein du labo, mais au sein de tout le personnel. Oui. Tu as parfaitement raison. J'allais en venir parce qu'en fait, ça, c'est l'autre aspect de la communication. Je parlais d'abord de la communication interne pour avoir de bons résultats. C'est que l'email qui est intégré dans les résultats. Voilà. Vous impose de mettre Le diagnostic, effectivement. Parce que, en fait, la communication, parce que des fois, vous avez besoin d'appeler le médecin pour conclure. Parce que vous n'avez pas les éléments. On vous donne un CPU trouble, bourré de leucocytes. Vous voyez? Mais à la culture est négative. Vous n'avez aucun élément d'information sur ce patient. Est-ce qu'il a pris des antibiotiques? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, il faut interroger les cliniciens qui vont dire, ah oui, je l'avais mis sur tel produit. Donc, vous lui dites que là, le biologiste peut enregistrer un patient qui arrive dans l'homme. Quand est-ce? Oui? Ça dépend du labo. Oui, c'est ça qu'il a dit, ça dépend du labo. On se retrouve dans un labo où on est à la fois le secrétaire, le technicien et tout à la fois. Donc, on est chargé de l'accueil des patients, de l'enregistrement, du prélèvement et de la manipulation. Mais ce qu'on lui demande, c'est une habilitation. Il doit être habilité à enregistrer la base, à accueillir. Parce que l'accueil aussi, ça s'apprend. C'est pas pour rien qu'on a pris des secrétaires pour les appeler dans le labo. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont appris de plus que vous en tant que technicien de laboratoire. C'est comment accueillir une personne. Comment enregistrer des données tout en discutant avec le patient. Comment recueillir les informations à partir d'un patient. Le patient, il doit être soulagé dès l'accueil. Dès l'accueil, il peut être bien. Le fait qu'il soit bien accueilli,
ça peut lui donner, ça peut être un réconfort. Vous voyez? Et des fois même, il commence à se décharger, à expliquer son problème. Donc, ça aussi, ça s'apprend. Le technicien biologiste peut le faire, mais il faut qu'il soit habilité, qu'il maîtrise le système. Il y a également, donc, accueillir, vérifier également l'identité du patient, etc. Tout ça, ça fait partie de l'accueil. Installer le patient. On n'installe pas n'importe comment un patient dans le labo. Le patient, il faut l'accueillir, il faut l'accompagner dans la salle de prélèvement. Nous avons l'habitude de les recevoir directement dans nos salles de prélèvement. Mais les patients, il faut aller les chercher à l'accueil. Monsieur tel, oui, il est là, vous pouvez le saluer. Bonjour, vous allez bien. Vous discutez avec lui en allant dans la salle de prélèvement. Il s'assoit, vous commencez à expliquer. Vous l'installez et vous lui dites ce que vous voulez faire. Je dois vous faire une prise de sang. Ça ne va pas durer, ce sera comme une piqûre de moustique, vous n'allez rien ressentir. Et vous pouvez même rajouter, je pique bien. D'accord? Donc, c'est important. C'est important. Le patient, il est bien. Moi, j'ai reçu une réclamation comme ça. Votre technicien là, vraiment, votre prélèveur là, vraiment, moi, je ne comprends pas. Il ne parle pas. Il ne communique pas. Le patient, il est là. Donc, on ne lui demande même pas de s'asseoir. C'est lui qui prend l'initiative de s'asseoir. Ouais. Pour lui demander de tendre le bras, on tire le bras. Vous voyez, le garrot, on serre le maximum possible. Et ça, c'est des comportements qu'il faudra quand même. C'est le technicien qui le fait. Le technicien biologiste, dans la plupart de nos labos, les techniciens prélèvent. Ils prélèvent. Donc cette phase préanalytique, elle est importante. Et on a remarqué que 80% des erreurs de laboratoire, c'est au niveau de la phase préanalytique. Les erreurs d'étiquetage, etc. C'est dans la phase préanalytique. Et vous n'êtes pas épargné de responsabilité pénale, disciplinaire et indemnitaire. On verra ça. Ensuite, donc, effectuer les prélèvements, prélever également, préparer les échantillons. Il faut les préparer. Ça, c'est la phase préalable. En analytique, il faut gérer les réactifs et les consommateurs. Il faut gérer les notices. Et ça, c'est la norme qui nous le dit maintenant, la 1589, nous demande de considérer ces notices-là comme des documents externes et de les codifier, de les maîtriser. Et pour les codifier, il faut les enregistrer dans votre système documentaire. Vous devez avoir un classeur pour ces notices. Ceci pour montrer que vous les exploitez, vous lisez les notices. Des fois, pour la même méthode, la valeur de référence peut changer. La même méthode, le système, le volume peut changer. Dans l'ancien lot, on vous disait de prendre 10 microlitres. Mais cette fois-ci, les 10 microlitres ont changé, c'est 15. Mais comme vous avez le même kit, vous n'avez pas lu la notice, vous continuez à utiliser les 15 microlitres. Vous diminuez la sensibilité de votre technique. Autre chose, c'est de réaliser les examens médicaux et également de biologie médicale. Et selon les méthodes opératoires, entretenir également son poste de travail. Donc, on a parlé de la phase analytique déjà, mais dans cette phase, vous êtes en analytique, il faut entretenir votre poste de travail. Vous laissez tout le temps des gouttes de sérum, parfois même de sang, parfois de produits biologiques, vous oubliez de nettoyer. Vous contaminez vos collègues, vous contaminez également votre environnement. Et même chez vous, vous allez vous amener des bacilles dans votre armoire. Vous voyez, parce que c'est des. Vous ne nettoyez pas. Une fois que vous terminez de manipuler, il faut nettoyer votre pince. Vous prenez en charge votre patient. Ce n'est pas à l'agent d'entretien de nettoyer les pinces. L'agent d'entretien ne doit pas toucher à la pince. La pince, c'est vous. C'est vous qui l'utilisez. Et ça, c'est la décontamination, les infections. Les déchets, vous en occupez dans vos labos. La phase post-analytique, c'est vérifier les techniques, les résultats,
saisir, transmettre les résultats. Parce que ça également, ça doit être une procédure du laboratoire. Vous ne pouvez pas analyser en disant que j'attends que le biologiste valide ou bien j'attends de terminer ma série. Non. Vous tombez sur une glycémie à 4 grammes, c'est une urgence médicale. Appelez le médecin, appelez le biologiste pour lui dire attention, il faut transmettre ces résultats. Si c'est ça votre procédure. Si vous êtes responsable de cette transmission, il faut appeler le biologiste et le médecin. Et vous pouvez même lui dire que le biologiste va vous confirmer. Si le biologiste n'est pas disponible, prenez votre responsabilité. C'est des urgences. C'est des urgences. Et également, tout ce qui est document, ce qu'on vient de dire, la traçabilité, les preuves qui montrent que vous avez fait cette telle chose, il faut les documenter. C'est cette traçabilité-là qu'il faudra montrer. Participer au fonctionnement également du laboratoire, participer à l'élaboration, la mise en œuvre, l'amélioration du système qualité. Alors, donc, je vais aller sur les responsabilités. Responsabilités auxquelles un professionnel de santé, de manière générale, parce que vous êtes des professionnels de santé, peut être confronté. Et ces responsabilités, il y en a de 3 ordres. Vous avez ce qu'on appelle les responsabilités indemnitaires. En ce moment-là, vous devez dédommager. Vous dédommagez sur le plan financier, vous dédommagez la victime. Vous avez également une responsabilité pénale. On verra dans quel cas on a ces responsabilités indemnitaires. Vous avez également une responsabilité pénale. Je ne parle pas du biologiste, je parle du technicien biologiste. Vous avez également une, parce que vous vous cachez toujours derrière le biologiste. Il n'est pas responsable de tout. Il y a également une responsabilité pénale. Parce que là, c'est des infractions sanctionnées par la loi. Si vous commettez cette infraction, vous êtes aussi sanctionné par la loi. Et c'est prévu. On verra quelles sont les responsabilités pénales. Vous avez également une responsabilité disciplinaire. Et cette responsabilité disciplinaire, c'est une sanction de votre employeur. Ça peut être également votre directeur de laboratoire qui vous sanctionne. D'accord? Et on verra sur ces 3 responsabilités-là. Indemnitaire, qui peut être civil, responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire. Et c'est vraiment le moment de vous soucier. Vraiment, je salue cette initiative parce que ça permet de sensibiliser les techniciens biologiques sur ce qu'ils ont cours dans les laboratoires. À l'heure actuelle, les infirmiers sont traduits en justice. Les sages-femmes sont traduits en justice. Les médecins sont traduits en justice. Mais les biologistes aussi sont traduits en justice. Et quand je parle de biologie, c'est pharmacien à diabète. Donc, tout ce qui tourne autour. Parce que chacun a son niveau de responsabilité. Alors, pour ce qui est de la responsabilité indemnitaire, là, on peut procéder pour régler ça à l'amiable. À l'amiable, ça peut être une réclamation écrite. Vous appelez la personne, vous discutez, vous vous excusez. Vous voyez, donc, ça peut se régler. Il y a ce qu'on appelle des commissions d'indemnisation, etc., qui peuvent également discuter avec vous pour dire que, bon, il faut lui donner telle chose, comme ça, l'affaire est close. Mais parfois, ça peut aller plus loin. Ça peut aller jusqu'au niveau judiciaire. Et en ce moment, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. Cette responsabilité civile, c'est quoi? Vous-même, vous avez causé vos dommages, il faut réparer. Vous réparez. Et cette réparation, ça peut être pécuniaire. Donc, vous pouvez réparer en donnant de l'argent, etc. Et ça peut être également administratif. Administratif, ça concerne un peu le service. Il y a un problème au niveau du laboratoire de bactériologie de femmes et c'est l'administration qui paye. D'accord? Ça, c'est au niveau indemnitaire. Donc, ça se règle. Et cette responsabilité indemnitaire, qu'est-ce qu'on concerne, qu'on place dans ce lot? Ce sont les fautes. C'est les fautes, les dommages, et parfois le lien de causalité entre faute et dommage. Les fautes, par exemple,
des soins. Hein? Parce que quand vous faites quelque chose, ça va être conforme à ce qui est indiqué dans vos procédures. Si ça ne respecte pas vos procédures, vous avez commis une faute. Vous voyez, ça c'est en interne. Ce n'est pas une sanction prévue par la loi, mais c'est dans votre laboratoire. Il y a une procédure qui est établie et vous avez commis une faute par rapport à cette procédure-là, dans l'accueil des patients, etc., dans peut-être d'autres aspects qu'on verra tout à l'heure. Il y a également les dommages, c'est des préjudices qu'on a causés. Dans ce cas aussi, c'est une responsabilité indemnitaire. Maintenant, on va donner quelques exemples, par exemple, de fautes dans le labo. De fautes dans le labo. Une erreur de transcription. Une erreur de transcription. Ça ne peut pas être prévu par la loi. C'est dans le labo. Vous faites une erreur de transcription. C'est une faute qu'on doit réparer. Et ça peut causer des dommages. On verra tout à l'heure, parce que j'ai un exemple que je vais vous donner tout de suite. Les erreurs d'identification, ça c'est une faute aussi. C'est une faute. Et ces erreurs d'étiquetage, de prélèvement, erreurs de délivrance de produits, tout ça c'est des fautes qui peuvent être condamnées sur le plan civil, avec la responsabilité indemnitaire. Et je donne par exemple un exemple. C'est un cas. Vous écoutez bien, parce que comme je n'ai pas ça à l'écran, c'est un patient tabagique de 51 ans, ok, qui consulte chez un médecin généraliste. Vous suivez? La date, c'est le 20 décembre. Retenez aussi les dates. Hein. La date, c'est le 20 décembre. Il vient pour consulter. C'est un patient tabagiste. Non, ce n'est pas la peine de donner le nom. Notez juste le 1er 2021. Ok? Donc, son problème, c'est douleur thoracique. Alors, le médecin lui demande un bilan comportant dosage de la troponine. C'est normal. Douleur thoracique. On peut penser au cœur. Donc, on lui fait la troponine qui permet de détecter parfois les infarctus. Hein? Alors, ensuite, il lui donne une ordonnance des antiacides, de la spasmine, trinitrine. Trinitrine, c'est un vasodilatateur. Voilà. De l'angine de poitrine. Voilà. Donc, c'est un vasodilatateur qu'il donne. Et puis, en cas de douleur, en fait. Et il lui donne un courrier, il fait un courrier pour dire que s'il peut aller en cardio. Un cardiologue, vous devrez le voir également. Donc, il n'a pas pris l'initiative de faire une consultation cardio, ou bien de mettre directement avec un cardio. Il a juste mis que c'est la consultation cardiologique qui est recommandée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Troponine, médicaments, hein, et bon, un courrier pour dire qu'il doit aller en consultation cardiologique. Ça, c'est le médecin. Alors, le labo est intervenu où? Au niveau de la troponine. Voilà, maintenant vous me suivez. Alors, nouvelle consultation. On était le 20 décembre. Là, c'est le 24. Il vient de consultation. C'est le même médecin. Le matin, avec des douleurs irritantes. Dans la nuit du 24, du 23 au 24. Dans la nuit, il n'a pas dormi. C'est pour ça que le 24, le 20, il était là-bas. Maintenant, le 24, il repart pour voir le biologiste. Qui lui donne le vasodilatateur, mais qui n'a pas trinitrine, mais il n'y a pas d'effet. Les douleurs sont toujours persistantes. Alors, on fait le dosage de la troponine. Ce dosage est normal. Donc, on a trouvé résultat 3 nanogrammes par litre. La référence est inférieure à 5 nanogrammes par millilitre. Donc, c'est normal. On a retrouvé 3 mg. La référence est 5 nanogrammes par ml.
Le médecin insiste pour qu'un avis cardiologue, vraiment, qu'on puisse l'avoir, l'avis d'un cardiologue. Mais jusqu'à maintenant, à part l'analyse de troponie, il n'a pas fait autre chose. Il n'a pas vraiment poussé. Okay? Parce qu'il y a d'autres choses qu'il pourrait faire. Ensuite, il prescrit une radiographie pulmonaire. Ok? Et un décontractant musculaire. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Alors, on est le 24. Donc la troponine est négative qui écarte un peu le problème cardiaque pour lui. Mais comme ça insiste, bon, il a fait une radiographie et il a demandé à ce qu'on lui donne également des décontractants. Le 25, douleur thoracique brutale. Arrêt cardio-respiratoire. Alors, on a repris l'activité cardiaque par choc électrique. Mais malgré ça, le patient décède dès l'arrivée à la réanimation. Alors, l'expertise a identifié 2 fautes. Selon vous, si vous devez faire l'expertise, vous regardez à quel niveau? Il a identifié 2 fautes. Et je peux même vous dire qu'il y a une faute, voire même 2 pour le médecin, et une faute grave pour le laboratoire. Hein? La première faute d'abord vient du médecin. Non, je ne parle pas de faute. On a identifié. L'expertise, tu identifies où se situent les problèmes. Le problème se situe à 2 niveaux. Le médecin qui a commis 2 fautes graves et le laboratoire qui a commis une faute grave. J'ai des doutes sur le dosage de la troponine. Ah, tu as des doutes sur le dosage de la troponine. Qui d'autre a des doutes sur ça? Parce que vraiment, je me dis, avec les douleurs que le malade ressent, et puis le dosage de la troponine qui est normal, C'est un problème ou pas? Oui. Il se faut que le dosage soit différé. Je rappelle que les contrôles ce jour-là, tout est normal. Le contrôle du labo, tout est normal pour la troponine. Oui. Elle est normale. Oui. D'accord. Qui d'autre? Moi, je pense que lors de la validation. Je rappelle que la troponine, on a trouvé 3 nanogrammes par ml. Vous savez noté, non? Et la valeur de référence est inférieure à 5 nanogrammes par ml. Les contrôles sont normaux. Moi, je pense que pour la validation, il fallait tenir en compte de la clinique. Je pense qu'il faudrait communiquer avec le clinicien, le généraliste, pour pouvoir conclure sur la validation du dosage de la troponine. Oui, sur la validation du dosage de la troponine. Qu'est-ce que tu suspectes sur ça? En fait, on a fait une validation technique, mais on n'a pas communiqué avec le généraliste. Bon, oui, bon, le taux est normal. Pour toi. Parce que là, le problème, on va aller vite, sinon on va se s'éterniser ici. On n'est pas au cours. Alors, le problème ici qu'on a posé, l'expertise se trouve à 2 niveaux. La faute. Quand on a fait l'expertise, oui,
Ah. Est-ce que ça n'interfère pas sur le dosage de la police? Est-ce que ça n'interfère pas? Non. Le problème, parce que l'autre c'est un voisin du laboratoire, ça n'interfère pas sur ça. Mais regardez ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand on a regardé le taux de tropoline, 3 nanogrammes par ml, c'est élevé. J'ai des doutes sur le dosage de la tropoline. Ah, tu as des doutes sur le dosage de la tropoline. Qui d'autre a des doutes sur ça?